Derrière le marbre vous est présenté par Baseball Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de ce 9e podcast de Derrière le marbre. Mon nom est François Paquette. On continue de parler de baseball comme on le fait depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un joueur des Capitales, un gars qui a joué dans le baseball professionnel. C'est Marc-Antoine Bérubé qui est avec nous pour jaser de sa passion du baseball, de sa carrière également. Salut Marc-Antoine! Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Yes! Écoute, je vais te demander Marc-Antoine, je dis toujours à tous nos invités qui arrivent, la passion du baseball, ça vient de où pour Marc-Antoine Bérubé? Je pense que ça vient de mon père surtout, qui est vraiment un passionné de baseball. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est lui qui est le président de la région. Fait qu'il a toujours été impliqué dans le baseball, grand passionné de baseball. Je me souviens qu'il est là encore quand j'étais jeune, puis encore même là, c'est quand c'est les séries éliminatoires surtout, ça se couche à 1h, 2h du matin. Oui, parce que les games sont longs. C'est ça. Fait que non, c'est sûr que ça part de mon père plus, je pense. Mais il me l'a bien transmis, ça, c'est sûr. Est-ce que ton père avait une équipe favorite ou c'était un amateur de baseball? C'est plus un amateur de baseball, là. Je pense de sport en général, là, surtout hockey, basket, il a tout fait aussi. Là. Mais non, je pense qu'il y a les expos, mais tu sais, des équipes actuelles, là, je pense pas qu'il y en a. Puis toi, écoute, t'es presque trop jeune, t'as peut-être connu les expos à la fin de ta jeunesse. Ouais, là. c'est ça. J'étais quand même un fan des expos. Dans ma chambre, il y a un petit coin spécial avec tous les trucs des expos. Je me souviens, j'ai versé une larme quand les expos étaient partis. Tu vois, on se rejoint là-dessus. Ouais, c'est ça. On n'avait pas le même âge, rejoint là. Mais c'est intéressant que tu dises ça, Marc-Antoine, parce que tu es quand même pas vieux, mais ça t'a quand même marqué. Je veux dire, on savait tous que ça s'en venait, mais quand c'est arrivé, ça nous a tous frappés. Là, c'est sûr. Je pense, je sais même pas si j'étais tant conscient de ce que ça voulait dire, mais je sais juste que ça m'avait touché. Je sais pas, marqué justement que oui, c'était comme la fin d'époque. J'étais allé les voir une couple de fois, puis tu t'associes à des joueurs. Ouais. C'est sûr que des fois, ça fait comme, c'est plate. Mais ouais. Et toi, comme jeune joueur de baseball, avais-tu une équipe ou un idole? Y a-tu quelqu'un sur qui t'as trippé, que ce soit un joueur des expos du baseball majeur? Avec les expos, c'était plus Vladimir Guerrero. Là. Moi, c'était plus dans ces années-là. Je me souviens, t'avais tous les gars genre Orlando Cabrera, José Vidro, tout ça. Mais c'était vraiment Guerrero qui était sorti du lot, puis c'était les expos, mais après ça, il y avait José Reyes que j'aimais beaucoup. C'est un gars qui s'amuse sur le terrain, qui a toujours le sourire, peu importe. Puis oui, il avait des capacités athlétiques, puis je disais tout le temps, il y avait un swag, fait que je trouvais que c'était un bon... Ça me fait presque dire que tu dois aimer Francisco Lindor avec les Indiens. C'est un peu le Reyes des années 2010. C'est exactement le même genre de joueur, effectivement. Les joueurs que tu me nommes, la plupart sont des joueurs de position. Est-ce que tu as essayé toutes les positions, que tu as vu que tu étais un meilleur lanceur, tu aimais plus lancer que frapper? Parle-moi de ta carrière comme quand j'étais jeune, mettons, au Bas-Saint-Laurent, j'étais receveur, arrêt-court. Je lançais, oui, mais... je sais pas que je lançais pas à toutes les games. Okay. J'étais vraiment surtout j'étais un joueur de position plus, je pense. Mais quand j'étais arrivé à Québec, en fait, j'étais receveur quand Sylvain Poisson, un gars de Baseball Québec, il m'avait vu là, avec mon bras de receveur, il a dit mais tu devrais jouer au baseball à un autre niveau. Fait que là, ça a déboulé à partir de là. Mais quand j'étais arrivé à Québec, oui, j'avais des bonnes habiletés, mais je connaissais pas la game de baseball bien. Fait que c'est Dominique Walsh puis les autres assistants, je pense, qui ont pris une décision de dire regarde, ça va être bien trop compliqué de te montrer à jouer au baseball là, j'avais comme 10 ans de baseball de retard. Fait que mais je regrette pas d'être un lanceur quand même. Ils t'ont dit tu as les aptitudes, mais pour les connaissances, c'était mieux d'être comme lanceur. J3, j'ai joué un peu au début, j'étais au 3e but, après ça j'ai joué dans le champ, j'ai joué au 1er but, puis oui, j'ai fait des pas en avant, mais j'avais tellement de retard au niveau de jeux de pied, quoi faire avec la balle, où me placer, comment attaquer au bâton, où mettre mes mains au bon moment, les timings, j'étais complètement en arrière. Moi, c'était vois la balle, frappe la balle. Puis... Messi d'abord, minute d'abord. C'est ça. En lisant en regardant tes statistiques et tout ça, partout on passe, c'est marqué né à Scarborough. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça que tu es né à Scarborough en Ontario? Je suis né à Scarborough. Parle-moi un peu de l'histoire, comment la famille se retrouve dans le bas du fleuve? Mes parents, dans le fond, c'est la tante de ma mère qui restait à Toronto, qui était secrétaire dans une école, je pense. Puis dans le fond, mes parents, les deux sont professeurs, puis il n'y avait pas d'emploi dans le coin. Fait que là, en premier, ça a été mon père qui est parti à Toronto.
Puis j'ai juste trouvé des petits jobs là. Puis après ça, il est rentré en enseignement là-bas. OK. Puis ma mère, je pense que c'est 1 an ou quelques plus tard, elle est venue rejoindre mon père. Les deux se sont trouvés un travail là dans une école d'immersion française. Puis moi, je suis né là-bas, j'ai passé 2-3 ans, je pense. Fait que là, après ça, ma mère, elle s'ennuyait de sa famille puis du fleuve. Fait qu'ils sont revenus à Trois-Pistoles. OK, fait que toi, t'as à peu près pas de souvenirs de Scarborough puis de l'Ontario. Non, c'est ça, j'ai des photos, ça, mais ça m'a aidé, je pense, avec l'anglais, mais à part de ça, ça m'a pas, c'est sûr que ça m'a pas aidé d'autres choses. Puis je vais revenir sur la langue un petit peu plus tard, mais dans le fond, toi, quand les gens te demandent d'où est-ce que tu viens de Trois-Pistoles. Ah ben oui, Trois-Pistoles, même Rivière-Trois-Pistoles pour être plus précis, OK. mais c'est correct. C'est quoi la différence? Bah, c'est que t'as Trois-Pistoles, c'est le village, puis Rivière-Trois-Pistoles, c'est une petite partie du village à droite, dans le fond, que nous, on appelle ça Tauben. C'est du monde, ils viennent de Tauben pour la raison, je pense, c'était le curé de l'église qui s'appelait M. Tauben. OK. Même. Fait que, en tout cas, on J'aime aime ça, bien c'est ça. des belles histoires de paroisse. On aime bien ça dire que c'est une distinction, mais je dis Trois-Pistoles avec fierté. Là, c'est juste pour niaiser. Bon, tu me parles un peu de ta carrière de joueur de baseball. Tu en as glissé un petit mot tantôt. Là, tu pars de Trois-Pistoles. Quand même, tu devais être un bon joueur pour que les gens te remarquent, mais pour que tu t'aboutisses à Québec pour venir, sport-études, pour venir jouer dans le baseball junior élite. Comment ça se passe? Qui a découvert ton talent? C'est-tu en allant faire des tournois? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, dans le fond, je joue au baseball normal. Je veux dire, comme tout le monde, l'été, un petit genre de 2 mois par année au Québec. Puis, dans le fond, c'est ça. Là, j'étais à un tournoi à Gatineau. J'étais receveur. Puis c'était Sylvain Poisson, justement, qui m'avait vu à ce tournoi-là. Puis là, après la rencontre, il était venu rencontrer moi et mon père. Puis qui m'a dit, ben, tu devrais essayer de jouer Midget 3 l'année prochaine. Fait que là, après ça, j'ai rempli mon formulaire d'application pour le Midget 3 à retard parce que j'étais pas sûr si ça me tentait. Puis après ça, je suis arrivé au camp, il n'y avait pas mon nom sur la liste. Je suis dit, regarde, je viens essayer. Ils m'ont fait un passe-passe. Ils ont dit, c'est beau, pas de problème. Puis quand je suis arrivé là, j'étais tout croche un peu. Puis après ça, c'est Dominique Walsh, il m'a vu lancer, puis je sais qu'il m'a raconté l'histoire, là, qu'il regardait à gauche puis à droite les autres coachs, puis il disait, il me semble qu'il y a de quoi, genre, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a sur son bras, il me semble qu'il y a un petit quelque chose. Je lançais pas encore super fort, mais j'avais un petit extra tant que les autres, puis à partir de là, je suis amené Jean-Philippe Roy et Christian Chénard, qui étaient pas dans les staffs, mais je me souviens qu'ils venaient regarder un peu à gauche puis à droite que j'avais de l'air, puis ils ont mis leur saut d'approuvement, de décision. Ils ont dit OK, on va lui donner une chance, puis à partir de là, ça a vraiment déboulé. Là, de Midget 3, les ailes du Québec, j'ai rejoué après ça Midget 3, Junior Elite, puis ça a vraiment déboulé. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que tu as mentionné je voulais aller jouer au Midget 3, mais j'étais pas sûr d'y aller là. C'était parce que fallait que tu partes de chez vous, puis c'était une nouvelle vie qui commençait. Là. Ouais, mais j'étais un peu laissé aller, disons, dans ces années-là. J'étais pas. T'étais un adolescent? Ouais, c'est ça. Je savais pas trop. Là. Le baseball, je voyais pas vraiment déboucher. Là, là, à cette heure, je pense que c'est vraiment ça qui a fait des gros pas. On voit que c'est possible d'aller plus loin au baseball, puis il y a plein de monde qui sortent, puis qui ont des opportunités partout, mais. Au Bas-Saint-Laurent, je veux dire, il n'y avait pas de joueurs de baseball, puis je me voyais pas jouer pour les Expos, puis pour les Aces d'Oakland, je me voyais pas beaucoup pantoute jouer pour les Aces d'Oakland. Moi, je jouais au hockey puis au basket, puis je voulais jouer au basket au cégep puis à l'université, puis je sais pas, justement, ça a pris pourquoi pas, genre, j'ai dit, je vais essayer de faire le camp, au pire, ils me couperont, puis ils me prendront l'autre année d'après, puis ça va être cool, mais ça a été juste puis c'est ça. Ça te stressait pas? C'était pas quelque chose qui te tracassait dans le fond? On verra ce qui va arriver tout simplement. Non, c'est ça. Moi, je pensais zéro faire l'équipe. Puis quand je suis revenu, j'ai dit à mes parents, maman, j'ai fait l'équipe. Puis là, elle le savait parce que le coach l'avait appelé, mais elle a joué le jeu. Puis ça, mais c'était vraiment, voyons, là, tu sais, pourquoi, puis ça, mais les choses n'arrivent pas pour rien. Étais-tu un bon joueur de hockey? Ouais, j'aimais jouer au hockey. J'aimais pas les autres joueurs de hockey. La mentalité de revenir dans le locker room puis dire t'as-tu vu à quel point que je l'ai ouvert dans le milieu de la glace puis ça parle pas des 2 beaux buts qui étaient scorés. Je tripais moins un peu, mais
je pense que ça m'a enlevé un peu de passion du hockey, mais j'aime ça retourner sur la glace puis jouer au hockey n'importe quand, là, c'est sûr. Tu as parlé de basket aussi, puis tu as l'air d'aimer le basket, puis tu es un bon joueur, tu pensais jouer quand même au collège. C'est plus rare au Québec, les amateurs de basket, je le sais, parce que moi j'aime ça, puis quand il y a des chums à la maison, c'est plus difficile de mettre du basket à la télé. Étais-tu un bon joueur? Si tu parlais de ton père qui aimait ça aussi? Dans le fond, moi, au Jeux du Québec, je ne sais pas j'avais quel âge, mais j'étais allé au basket, j'étais pas allé au baseball. Okay. Puis, je tripais basket, j'étais toujours avec un ballon. Le matin, le midi, le soir, à l'école, j'étais tout le temps avec un ballon de basket à jouer. C'est un sport qui me passionnait et qui me passionne encore. Là. Malheureusement, je suis pas bien, mais j'ai toujours le fun à jouer au basket. Là. C'est quelque chose qui allume un petit feu spécial, disons, quand je joue au baseball, je suis super calme. Puis quand je joue au basket, on dirait qu'il y a une switch qui se tourne, les yeux rouges, puis je suis vraiment allumé. T'es un gars de ta charpente, de quoi? Un garde ou j'ai toujours été le plus petit, moi. J'étais toujours un garde jusqu'à temps que j'arrive en secondaire 4. J'étais le premier en avant pour les photos d'école. C'était moi qui me ramassais en avant. J'allais pas en dessous du panier, pas en tout. En secondaire 4, j'ai commencé à grandir un peu plus. Puis là, j'étais encore garde, mais je bougeais. Bref, j'ai appris à jouer toutes les positions au basket. C'est intéressant, ça. Ouais. Ta carrière de joueur de baseball, tu as joué au baseball junior, tu me corrigeras, avec Québec puis avec le Saguenay un peu aussi. Ouais. À quel moment tu te rends compte que tu es capable non seulement de te débrouiller, mais qu'il y a peut-être de l'intérêt qui pourrait venir de l'étage supérieur, c'est-à-dire du baseball majeur? Ouais, c'est quand j'ai atteint 90 000 à l'heure avec l'ABC, l'Académie Baseball. C'est un chiffre magique un peu. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Moi, je joue au baseball encore là, comme je disais, je joue au baseball parce que, regarde, OK, je vais jouer, puis j'ai toujours aimé ça, puis. Je voyais pas de porte, mais quand tu vois 90 000 $ sur le radar, c'est comme le petit step qui fait « Wow, OK, là, c'est vrai ce qui peut arriver. » Fait que c'est sûr que ça m'a allumé. Puis à partir de là, je sais que j'avais parlé à Carl Gélina, ça, regarde, c'est quoi que ça veut dire, tout ça, puis essayer de justement avoir un peu plus une idée de où est-ce qu'on peut s'en aller. Parce que justement, j'étais pas conscient des opportunités qui pouvaient arriver en avant de moi. Mais non, ça a été vraiment ça qui a ouvert les yeux. Là. Puis là, à partir de ce moment-là, est-ce que ça change quelque chose pour toi de dire je peux peut-être aller dans le baseball professionnel, me faire repêcher? Ça change quelque chose? Tu as pas l'air d'un gars très stressé avec la vie. Pour toi, c'est on continue à jouer, puis si ça arrive, ça arrivera? Ouais, ça. Il y a un petit moment, je pense, ma première année au collège, que je m'étais dit je m'en vais là, puis je m'en vais aux États-Unis, je veux me faire repêcher, puis c'était vraiment ça. Puis à un moment donné, tu te mets à mettre trop de pression, puis les choses, quand tu regardes à gauche et à droite, il y en a d'autres des gars qui sont bons puis qui se font même pas repêcher. Fait je pense que je me disais à 90 000 $, c'est sûr que je me fais repêcher, puis j'avais oublié qu'il y avait peut-être autre chose que ça qui comptait dans l'équation pour se faire repêcher. Mais après ça, c'est sûr que quand j'ai réalisé tout ce que ça prenait, là, j'ai fait ce qu'il fallait pour que j'aille le plus de chances que ça arrive, mettons. Parce que tu es allé à l'Université de Pittsburgh. Oui. Là, comment ça fonctionne quand tu t'en vas là? Faut-tu te prendre un programme, que tu décides dans quel domaine tu veux étudier? C'est la même chose qu'ici, peu importe que tu sois un joueur de baseball ou pas. Là. Exactement, oui. Fait que dans le fond, eux autres, quand ils m'ont recruté, on dit OK, on aurait une bourse pour toi à faire. Hein? Fait que là, une fois que tout le paperwork a été fait, là, je suis arrivé à l'université, je me suis assis avec un conseiller. Puis on a fait mes choix de cours en fonction de ce que je voulais faire. Fait que ça a été à peu près comme au Québec. Là. Okay. C'est juste que tu peux pas... tu peux pas, mais si, mettons, j'aurais voulu faire une affaire d'ingénieur à l'université avec le baseball, mon coach, il aurait peut-être fait « Ouais, t'es sûr? Parce que je suis pas sûr que tu vas triper aux pratiques puis te coucher... » étudier dans l'autobus, pas mal. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu prends un bon programme, mais faut pas... la priorité, c'était quand même le baseball. Là. Puis t'as dit tantôt, étant donné que t'es né en Ontario... Tu parlais quand même anglais à ce moment-là. J'avais une facilité, mais j'étais pas... Ma première année que je suis arrivé au collège, surtout avec le monde de l'Oklahoma puis leur accent. Leur accent incompréhensible, ouais. Ma première journée, là, j'ai fait « Hein, qu'est-ce que tu dis? » Et j'avais bien de la difficulté. Il fallait même si j'avais un anglais correct, quand tu te fais mettre tout seul dans l'environnement anglophone, surtout avec des gars qui ont des cultures différentes, des expressions vraiment différentes qu'à l'école que tu apprends « May I use the washroom, please », c'est pas trop ça qui se passe aux États-Unis. Là. Fait que, mais c'est venu vite. C'est sûr que je pense que ça m'a aidé d'avoir une base anglophone dans le subconscient, j'imagine, de quand j'avais 2-3 ans.
Ouais, mais non, ça a bien été après ça. Là. As-tu appelé chez vous, tu pensais appeler chez vous en disant je vais trouver ça trop dur les premières journées? Non. Ma première journée, en fait, je me sentais pas bien, j'étais un peu genre malade. Mes vols ont été retardés. J'étais arrivé genre à 2h du matin dans mon dorm. C'était 2 lits. Il y avait comme 2 lits en L comme ça. On était une chambre, puis je me disais, j'avais un roommate, c'était lettre. Et puis c'est ça. La première journée, là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Mais tu sais, ça a pris 2-3 jours, puis j'ai réalisé que c'était vraiment cool. Fait que je veux dire, la transition a pas été trop pire. Non, puis 2-3 jours, c'est très bon parce que la plupart vont dire habituellement 2-3 mois. Tu sais que tu es un peu malheureux, tu te sens pas à ta place, mais tu as parlé de la langue, probablement que ça t'a aidé. Puis je pense que dans ton attitude, tu as l'air de quelqu'un assez ouvert d'esprit pour dire, regarde, on va voir comment ça va aller, mais ça s'est bien passé. Oui, exact. Mais de toute façon, je veux dire, je savais pourquoi que je m'en allais là. Justement, quand tu vois l'objectif au bout de la ligne, tu dis, ben regarde, faut faire des petits sacrifices aussi. Il y a peut-être des problèmes ici et là, mais c'est pas ça qui va m'arrêter d'aller où est-ce que je veux aller, là, c'est surtout ça. Il n'y en a pas eu beaucoup des francophones qui sont allés à l'Université de Pittsburgh. Est-ce que quand tu arrives comme joueur de baseball, est-ce qu'on te questionne? Est-ce qu'on te regarde de façon différente en disant, un peu, il y a un French-Canadien, il y a un Frenchie qui vient jouer au baseball, c'est-tu différent? Ben, en Oklahoma, il était habitué parce qu'il y a comme une tradition de joueurs francophones qui vont là, ça, il n'y a pas eu de problème. À l'Université de Pittsburgh, enfin, on était 2, il y avait moi puis Charles Leblanc qui était là. C'est vrai, oui. Fait que ça a été pas trop pire comme ça, mais il y a tellement de joueurs de partout que je pense que oui, le fait d'être francophone du Canada, c'était différent, mais l'ouverture d'esprit était vraiment là de tout le monde, soit les professeurs, les coachs, les joueurs, il n'y avait pas de problème pantoute là. Ouais, ça fait que tout ce que tu retiens de ton passage aux États-Unis, c'est très positif, là. Ouais, c'est sûr, moi j'ai adoré ça, je referais encore mon parcours n'importe quand. C'est sûr qu'il y a eu des chocs à certaines places, là, quand on dit voyons, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe ici, c'est différent, mais on s'adapte, puis tout va bien. Comment les Américains t'appelaient? Ils t'appelaient pas Marc-Antoine, certains? Ça devait être compliqué pour eux. Mes 2 premières années, ça a été Frenchie. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça qui arrive. En fait, ma 2e année en Oklahoma, ça n'a pas été... Ben, il y en a quelques-uns qui continuaient à m'appeler Frenchie à cause de la première année. Okay. Mais on était 3 la deuxième année, fait que là, c'était beaucoup de Frenchie. Fait que là, on était ils nous différenciaient autrement. Puis à Pittsburgh, ben, il m'appelait juste Mark ou Brew Bay, peu importe. Je me reconnais, fait que c'est ça l'important. Parle-moi du moment où tu es repêché par les Aces d'Oakland. T'es où? De quelle façon ça se passe? Est-ce que, tu sais, parce que le repêchage, évidemment, c'est plus facile à suivre aujourd'hui que dans les années 90, tu recevais un coup de téléphone. Là, tu pouvais le suivre. Comment tu as suivi ça, puis comment tu l'as vécu? J'étais dans mon salon en 3 pistoles, puis je regardais la télésérie Breaking Bad. Okay. Fait que j'ai pas suivi du tout le repêchage, mais j'avais mon cellulaire à côté de moi avec le son bien monté au bout, que je voulais être sûr de pas manquer les appels. Mais ça, je me suis pas créé d'attente, même si comme je m'attendais à ce que mon nom soit sorti. J'avais eu beaucoup d'appels la journée d'avant, le matin. Fait que c'était un peu une question de où et par qui, mais comme je me suis pas fait d'attente, puis quand c'est arrivé, ben j'ai juste célébré. Ouais. Et puis quand tu dis les Aces d'Oakland, c'est-tu un club qui avait démontré de l'intérêt plus que les autres? Oui, il avait montré de l'intérêt, c'est sûr. Là. Le gars, le scout, c'est un scout canadien qui avait déjà repêché Mathieu Poirier, un gars de Montréal. Ouais. Il m'avait bien aimé, surtout dans le fait que j'avais une progression. Fait que oui, il m'avait parlé deux fois avant. On s'était vu face à face même. Fait que c'est sûr que quand il y a des affaires comme ça qui arrivent, je pense que c'est sûr que c'est bon signe, mais tu sais jamais. Le repêchage de baseball, là, c'est la science la plus inexacte, je pense, qui existe. Puis à partir de ce moment-là, tu avais le choix. Évidemment, on te fait une offre, c'est 28e ronde, je ne vais pas me tromper, 28e ronde. On te fait une offre. Toi, est-ce que dans ta tête, c'était déjà le baseball professionnel à ce moment-là, plus que l'université? Ouais, c'est sûr que tout ce que j'avais fait jusqu'à ce point-là, c'était en fonction de me faire repêcher. Fait que c'était sûr que moi, je me disais, ben regarde, la porte du baseball majeur... elle s'en trouve, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va se fermer, puis quelqu'un qui va mettre les clés là-dedans. C'est justement, j'ai bien beau jouer du mieux que je peux, puis super bon. C'est quand même pas moi qui décide si je me fais repêcher. C'est ça qui est un peu touché du baseball. Mais ma décision n'était pas prise avant. Ça a quand même pris quelques jours, puis il a fallu que je parle à mes entraîneurs, puis
Mon dépisteur, justement, qui m'a recruté, il avait pas trippé vraiment que j'attendais, mais non, je pense que je savais qu'est-ce que je voulais. Qu'au bout de la ligne, j'ai pris ma chance, puis ça a été une opportunité incroyable. Puis là, tu as passé 3 saisons dans l'organisation des Aces d'Oakland. Je fouillais un peu à voir où est-ce que tu t'étais promené. Bon, la Ligue de l'Arizona, tu es allé au Vermont. Puis là, je suis arrivé sur je sais même pas si je le prononce comme ça, les Bellois Snappers dans le Wisconsin. J'avais aucune idée c'était où Bellois. Eux autres, ça doit être Beloit, là, je sais pas comment ils le prononcent. Là. Parle-moi de ces endroits-là. Y a-tu une place que tu as aimé plus que l'autre? Puis je veux que tu me parles de Beloit parce que j'avais aucune idée de où est-ce que c'était. Parle-moi de ton séjour dans le baseball mineur, mais plus des villes avant de parler de baseball. C'est bon. En Arizona, la première fois qu'on est arrivé, c'est sûr que c'est quand même impressionnant. Là. Je veux dire, on est arrivé au complexe qui était nouvellement rénové de l'année, même pas rénové, je pense qu'ils l'ont juste bâti brand new. Fait que le complexe en Arizona des Aces d'Oakland est vraiment incroyable. La ville, on a exploré un petit peu, mais rien de spécial. Je veux dire, c'est sûr que c'est une vraiment belle grosse ville propre, il fait beau, il fait chaud. Mais c'est sûr qu'on est arrivé dans le milieu de l'été, puis il faisait tellement chaud que quand on ouvrait la porte de notre appartement, on avait l'impression que tu ouvrais la porte du four. Fait que c'était vraiment un choc à chaque fois. Des fois, ils cancellaient les games parce qu'il faisait trop chaud. Là, les pratiques, là, surtout, là, ils restaient en dedans, c'est dangereux. Pour faire cuire un œuf sur l'asphalte. Là, mais t'as-tu aimé ça, cette température-là? C'est trop? C'était peut-être un peu trop, mais le soir, quand on arrivait à jouer à 7h le soir, là, il faisait beau puis on était bien. C'est sûr que je sais pas, entre ça puis jouer à 0 degrés Celsius, le choix n'est pas trop difficile. Non, mais ensuite, tu t'en vas dans le A faible au Vermont. Oui, au Vermont, c'était vraiment une belle ville. Je pense que dans les villes de baseball que j'ai visitées justement au cours des saisons, c'était vraiment la ville qui était la plus un peu excitante, mettons. Il y avait Church Street qu'on appelle, qui avait plein de restaurants, plein de bars, que ça bougeait. Il y avait un lac pas trop loin, plein de commerces. C'est toujours... il y avait plus de quoi à faire que justement si on parle de Beloit, Wisconsin. Mais non, j'ai vraiment adoré mon séjour là. En plus, c'était pas trop loin du Québec. Fait que quand j'ai joué, j'allais au match, puis il y avait des Québécois qui étaient sur le bord de la clôture. Ils disaient « Hey, Marc-Antoine, ça va bien? Tu sais, je viens de Montréal. » Hey, enchanté. Puis là, on parle français. Il y a plein de monde qui connaissait. Fait que c'était... Ma famille, mes amis sont venus aussi. Fait que ça a été une expérience vraiment le fun. Puis là, après ça, quand c'est arrivé à Beloit, Wisconsin, ça aussi, c'était différent pas mal. Mettons, il n'y avait rien à faire. C'était le Midwest avec rien, justement. Là, c'était des champs. Est-ce que c'est un endroit sécuritaire? C'est un endroit où tu vas marcher dans les rues le soir sans te casser la tête? Je veux dire, je n'ai pas marché le soir parce qu'il n'y a rien à marcher autour, mais regarde, c'était une petite ville, un peu... il y avait un collège pas trop loin, là, avec un peu de monde, mais c'était 2 bars, je pense, dans le coin, un hôtel miteux, puis des ça n'a pas été ta place préférée là, dans les non, c'est ça, là, c'était pas... même dans les estrades, on était au terrain, il n'y avait jamais personne, comparé quand on allait à une autre ville, qu'il y avait comme 5000 personnes dans les estrades. Je me souviens, il y avait le Mississippi qui était en arrière avec un pont, puis il y avait une fair wheel en français, c'est quoi ça? Une grande roue. Une grande roue, exactement. Il y avait une grande roue dans le champ à gauche des manèges. Fait que, ça bougeait. Il y a plein de villes dans les mineurs. On dit oui, c'est comme Beloit, Wisconsin, mais il y a plein de villes aussi qui sont comme le Vermont, puis que ça bouge un peu plus. Puis c'est des beaux terrains, il y a 3000 à 5000 personnes, ça brasse. C'est des expériences pas mal différentes. Au niveau baseball, les Aces t'ont libéré après 3 saisons. As-tu trouvé ça difficile? Parce que la plupart des gars qui en parlent disent t'es là pour tes chiffres quand même. T'es pas là pour gagner des matchs, t'es là pour mettre des performances, mettre des chiffres et impressionner la direction. Comment ça s'est passé? As-tu trouvé ça difficile? As-tu trouvé ça ingrat un peu sans jamais dire tu souhaites les malheurs des autres, mais que il faut que ça se passe bien pour toi, point à la ligne, gagne ou perd, ça change pas grand-chose? Ouais, c'est sûr que le gagne ou perd dans les ligues mineures, il change rien pantoute, là. Je veux dire, ça rend juste l'environnement beaucoup plus le fun quand tu gagnes. Ouais. Dans ma 2e année, c'est une saison perdante, terrible, que le clubhouse, c'était même pas le fun quasiment d'aller au terrain. Il fallait vraiment se brainwasher, dire « OK,
on a de quoi faire, là, tu sais. Faut vraiment y aller pour être bon, puis le monde à gauche puis à droite était moins agréable, puis peut-être qu'à cause de ça, justement, ça fait que sur le terrain, ça marchait pas. Mais ma troisième année, quand je suis revenu à Vermont ben là, c'était une équipe gagnante, qu'on s'est rendu en finale des séries. Fait que ça, c'était vraiment le fun. T'avais des coéquipiers à gauche, à droite, justement, qui voulaient gagner, puis qui pensaient, oui, à leur chiffre, mais qui pensaient aussi aux autres. Fait que ça a rendu l'expérience complètement différente. Okay. Mais au niveau individuel, c'est sûr que ça va toujours rester une game de chiffres, à cause que... Ouais, plate à dire, mais au bout de la ligne, ça va toujours... Le coup de couteau qui vient avec le baseball professionnel, c'est vraiment de comprendre que c'est pas à propos du baseball, que c'est à propos de l'argent. Ouais. Fait que tes chiffres, eux autres, ils voient au bout de la ligne, c'est ça qui va amener le plus d'argent dans les ligues majeures. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comprenable, puis nous autres, ce qu'on dit, c'est « If you don't like it, play better ». Fait que c'est juste... écoute, faut que tu mettes les chiffres. Fait que il y en a, peu importe, qu'il y en a qui mettent des meilleurs chiffres... ou pas que toi, s'il y en a un qui met un meilleur chiffre que toi, c'est à toi d'essayer de descendre tes chiffres, mais c'est pas à lui de les monter. Là, il faut juste être conscient, on dirait que des fois, je te donne un exemple, mais s'il y avait un choix de première ronde à côté de toi, même s'il y avait des chiffres pires que toi, il faut que tu sois conscient qu'il va peut-être grimper parce que c'est un choix de première ronde qui investit beaucoup plus d'argent. C'est de la politique, puis ça fait partie, c'est pas que ça fait partie de la game, ça fait partie de la business. Puis c'est ça un peu qui est le différent wording qu'on peut utiliser qui rend les choses vraiment plus comme elles sont, mettons. Mais non, c'est sûr que ça fait partie de tout ça, que les first rounders vont avoir les premières opportunités, puis ils sont bons jusqu'à temps qu'ils prouvent qu'ils sont pas bons, tandis que t'as du monde de l'autre bord qui sont pas bons jusqu'à temps qu'ils prouvent qu'ils sont bons. Fait que il n'y a pas d'excuse je me rappelle que quand tu as été libéré par les Aces d'Oakland, contrairement à bien des joueurs, tu n'étais pas amer du tout. Tu sais, il y a bien des joueurs qui disent « j'ai pas eu ma chance, j'aurais pas dû être libéré ». Tu as l'air d'un gars qui a profité pleinement de cette expérience-là, puis tu as été libéré, puis tu as dit « écoute, c'est arrivé, puis je pense que tu as aimé ton expérience, puis tu sais que tu as aimé les villes, que tu n'aies pas lancé à la hauteur de tes attentes, c'est pas quelque chose qui aurait pu te déranger. Toi, tu as aimé ton expérience. Non, c'est sûr que c'est toujours une question de choix. Je pense que ça m'a fait grandir beaucoup au niveau personnel. Tout justement ce bagage-là, depuis que je suis parti du Québec, je veux dire, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, puis c'est un apprentissage, de baseball, mais c'est un apprentissage beaucoup sur soi-même, puis c'est un peu ça qui est à vendre, je pense, de l'expérience de baseball. Que oui, c'est ça que je dis, j'ai appris au baseball, puis oui, fine, mais dans la vie, le baseball, ça va s'arrêter à un moment donné, justement, puis je jouerai pas toute ma vie, mais être une bonne personne, comment bien voir les choses, tout ce que le baseball m'a appris, ça va me durer toute ma vie, là, justement. Fait que c'est ça qui vaut le plus pour moi. Fait que dans cette optique-là, je disais, comment voir les choses, de qu'est-ce qui est arrivé, quand je suis parti, j'avais pris le téléphone à la JP, je dis OK, je signe, puis c'est no regrets. Fait que dans tout ce que j'ai fait, je dis je veux pas avoir de regrets. Oui, il y a des choses que j'aurais aimé changer, oui, il y a des choses que j'aurais aimé mieux faire, mais au bout de la ligne, quand mes moments sont arrivés de prendre des décisions, je me suis dit que je prenais les bonnes décisions. Fait que oui, des fois c'est arrivé que c'était pas les bonnes, mais regarde, à ce moment-là, je sais que c'était la bonne. Fait que j'ai confiance en ce que j'ai fait, et que ça me permet qu'au bout de la ligne, justement, je peux me regarder dans le miroir et dire regarde, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis OK, ça n'a pas tourné comme j'aurais voulu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Regarde, quand même que je pleurais, quand même que je me disais que je suis pas bon, ça changera pas. Ils vont pas me dire on se sent mal pour toi, Marc-Antoine, on va te redonner une autre chance. C'est pas bien que ça marche. Fait. Je m'arrange pour justement être capable de continuer dans la bonne direction. Fait que je ne vais pas me retenir en me mettant les choses négatives dans les poches. Tu es rendu à 25 ans dans la Ligue Can-Am avec les Capitals. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à ton après-carrière? Tu te dis, il n'y a pas juste le baseball, tu sais, ça peut finir dans 10 ans comme ça peut finir dans un an. Est-ce que tu as commencé à penser à ce que tu aimerais faire? Quand je me suis fait libérer, justement, ça a été un peu trop vite. J'ai dit, OK, j'arrête tout ça, je m'en vais, avoir une job, faire de l'argent. Oui, parce que c'est pas dans le baseball mineur que tu en as fait. C'est ça, exact. Fait que, c'est un mécanisme de défense un petit peu, que j'ai tellement été dans l'insécurité longtemps que, là, je me disais, OK, là, je vais devenir une personne normale, bang, 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 la femme, les enfants à la maison, mais, après un mois, je me suis dit, regarde, c'est tellement pas moi d'être de même que, j'ai réalisé que, justement,
oui, il y a un après-carrière, puis c'est correct de faire les choses en ayant une stabilité, puis d'avoir une vision, puis oui, d'avoir une sécurité, mais en même temps, le baseball, justement, m'a tellement appris à laisser aller, à profiter de la vie, qu'il y avait d'autres choses, puis que l'insécurité, ben c'est souvent ça qui t'amène les meilleures expériences, puis que c'est correct d'aller à gauche puis à droite tant que t'avances un petit peu par en avant. C'est le temps de le faire, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, je veux pas arriver sur mon divan à 50 ans puis faire « Ah, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça ». Fait que c'est tout le temps une question de pas avoir de regrets. Fait que, tu sais, oui, je planifie mon après-carrière, dans le sens comme là, je me suis fait accepter pour retourner à l'école en septembre. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne chose, mais je laisse quand même la vie aller, puis je profite du baseball encore le plus que je peux. Dans quel domaine tu t'en vas étudier? C'est Exercise Science que ça s'appelle. Dans le fond, ça va être thérapeute sportif. Okay. C'est pas mal ça que ça s'en est. Ça te permettrait, si c'est le cas, de peut-être rester associé avec le sport, que ce soit avec le baseball ou avec un autre. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, j'avais plus... mes intérêts sont plutôt variés dans la vie. Fait que tu sais, j'ai pris cette décision-là, oui, parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais aussi justement parce que je pense que j'aimerais essayer de rester impliqué dans le baseball de près ou de loin. Fait que je pense que oui, c'est une carrière qui va me permettre de faire ça. Puis je pense que justement, c'est pour ça d'envie de faire quelque chose qui te passionne. Fait que quelque chose qui me passionne justement aussi, c'est de pouvoir redonner ce que j'ai appris aux jeunes, puis d'être un exemple, puis de me côtoyer, puis de peut-être qu'eux autres aussi ils fassent « OK, ben c'est possible de faire ça », puis qu'ils puissent vivre des expériences de vie justement pour comme j'ai dit, ça m'a tellement fait grandir au niveau personnel, puis ça va genre ça toute ma vie, fait que pourquoi pas essayer de permettre à d'autres jeunes de vivre ça aussi. Tu as vécu ton baptême dans la Ligue Can-Am depuis quelques semaines, ta première sortie et tout ça, mais je veux que tu me parles de la Ligue Can-Am en tant que tel. Baseball professionnel, tes coéquipiers sont peut-être un petit peu plus vieux qu'à l'époque où tu jouais avec les A's. Et comment tu trouves ça? Sais-tu un peu à quoi tu t'attendais au niveau du calibre, les voyages, puis ces petites bebelles-là? Sais-tu un peu à quoi tu t'attendais? Oui, c'est sûr. Tu sais, quand Carl m'avait parlé de jouer avec les Capitals, il m'avait vraiment mentionné le plaisir de jouer au baseball, qui est un peu quelque chose qui est mis de côté malheureusement dans le baseball affilié. Que tout le monde est ici vraiment parce que c'est des passionnés de baseball. C'est vraiment ça la différence en fait. Là. Que les gars, ils veulent être au terrain, il n'y a pas de call dans le sens de fais ci, fais ça, mais tout le monde fait ce qu'ils ont à faire pareil. Fait que c'est vraiment très professionnel. Tout le monde essaie de s'aider l'un et l'autre, tandis que dans le baseball affilié, c'est vraiment, c'est plus des good jobs pour être gentil, mais il n'y a personne qui va dire « Hey, je pense que ta fastball, tu pourrais essayer de la prendre comme ça, pour essayer de la faire bouger différemment. » Tandis qu'ici, on fait ça tous les jours avec tout le monde. Fait. C'est vraiment ça qui est différent. Puis niveau calibre, c'est sûr qu'il y a plein de gars qui en ont vu d'autres. Hein, c'est des gars qui ont joué dans la Ligue majeure, des gars qui ont joué dans le 2A, 3A. Fait que c'est des gars qui savent jouer au baseball, qui ont quoi, 30, 32, je sais pas quel âge. C'est très variable. Tout le monde a, mais c'est sûr que il y a vraiment beaucoup de gars qui ont un gros bagage de baseball, fait que ça leur permet d'attaquer la game différemment. Fait que, je veux dire, c'est sûr que niveau faire des erreurs, oui, il y avait plein de talents, mettons, dans les bas niveaux des ligues mineures, mais quand tu faisais des erreurs, des fois, ben oui, tu te faisais pincer pareil, mais il y avait quand même une marge d'erreur un peu plus grande qu'ici, je pense, quand des gars qui ont fait du 3A, qui voient la petite curve qui part un peu trop haute et bang, tu sais. Mais ça fait que l'apprentissage va de plus en plus vite, justement, là-dessus. Parce que y a beaucoup de gens qui disent souvent, à quoi peut-on comparer le calibre de la Can-Am? C'est difficile à comparer parce qu'il y a des joueurs de toutes sortes, puis moi, je dis souvent, c'est peut-être la qualité des lanceurs partants de ce soir-là, tu sais, pour dire, il y a un soir, c'est tel et tel lanceur que ça ressemble plus à du 3A, du 2A. Ouais. C'est difficile un peu à comparer avec ce que tu as vécu? C'est sûr que niveau talent brut, oui, il y a vraiment beaucoup de gars qui sont très talentueux. Je pense qu'ici, c'est des bons joueurs de baseball. Ce qui fait que, mettons, je pense qu'une équipe comme ça que tu mets dans du A-Fort 2A, ben, ça doit ressembler un petit peu à ça, que ça va compétitionner avec ce niveau-là. Mais c'est sûr que si tu regardes le talent brut qui est avec une équipe de A-Fort 2A, des ligues mineures, comparé au talent brut qui est ici, ben, ça va peut-être être plus, mettons, inconstant, disons, pas inconstant, mais je sais pas comment dire. Mettons, c'est plus des bons joueurs de baseball, qui vont savoir quoi faire avec l'objet, qui auront peut-être pas des canons dans le bras comme des gars, justement, qui
en Arizona ou au Vermont, que les gars, ils ont tous des canons dans le bras, mais ils savent pas tous exactement quoi faire avec, là, tu sais. Mais c'est un peu ça la différence. Le monde ici, ils maîtrisent tout ce qu'ils ont à maîtriser vraiment bien. Comme tu vois un gars comme Ryan Saul, par exemple, qui a une feuille de route impressionnante. C'est pas le gars qui va défoncer le gant du receveur, mais il sait ce qu'il fait quand il est sur la butte. C'est avec un des gars avec qui je parle beaucoup que lui, il bouge ses doigts sur la balle, bang, bang, ok, ça me prend quelque chose qui va plus lentement puis qui s'éloigne du frappeur gaucher. Là, j'ai tout ce qui s'éloigne du frappeur droitier, mais il me manque ça encore. Puis c'est vraiment du vrai pitching, tandis que au niveau des mineurs, c'est du monde qui garoche un peu plus. Fait que c'est vraiment ça la différence. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un gars comme Eric Sikula, dans le passé, qui a eu beaucoup de succès. Quand il est revenu à Québec, il a recommencé à utiliser sa balle rapide coupée. On disait qu'avec les Blue Jays, on ne voulait pas qu'il l'utilise. Il recommence ici et ça fonctionne très bien. Parle-moi de ton arsenal. Qu'est-ce que tu lances? Et est-ce qu'il y a un autre lancer que tu aimerais développer ou que tu dis c'est peut-être ça qui manque à mon arsenal de lancer? Ben moi j'ai toujours été un sinker slider guy qu'on appelle. Fait que je lance une balle rapide qui bouge vers le sol. Comme une balle tombante. Ben, c'est pour une balle tombante, là, mais c'est sûr que c'est une balle qui a du mouvement. Mais c'est un mouvement naturel. Ouais, c'est ça. Ma balle, elle bouge, puis c'est ça. Je la laisse bouger dans la zone comme ça. Puis j'avais plus une grosse curve slider que je lançais. Puis là, à ça, je suis rendu avec un changement de vitesse qui est vraiment juste très bon. C'est pas tant bon. Il y a du monde qui ont des meilleurs changements de vitesse que moi, pas mal, mais c'est un pitch qui compétitionne bien à ce niveau-là. Mais là, je suis en train de m'ajuster là, parce que ma courbe est un petit peu trop grosse, mettons, fait que les frappeurs dans la déception, mettons, que je veux qu'ils aident de mes lancers, mais il était peut-être un peu trop capable de la reconnaître. Je lançais dans, mettons, mes meilleurs sliders à Calian Sams qui les a juste regardés, puis j'ai fait, voyons, d'habitude, là, le monde, il swing dans le vent, ça, n'importe quand. Justement, c'était à parler avec les autres lanceurs que j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille un pitch qui ressemblait à une fastball plus longtemps. Fait que c'est vraiment ça que j'essayais de travailler avec Carl puis Ryan Surley aussi, essayer de bouger mes doigts sur la balle, aller un petit peu plus loin, garder ça plus longtemps comme une rapide. Fait que si je suis capable de comprendre ça, je pense que ça s'augure bien. Quand tu regardes le premier voyage de la saison des Capitals, tu es allé à Rockland, tu es allé au New Jersey. Juste ta réaction quand tu arrives à Rockland, qui est un très beau stade de baseball, et ce que tu as vu dans ta carrière de joueur de baseball, ce que tu as vu au New Jersey, Rockland, y a-t-il une différence quand tu as un baseball indépendant, un baseball affilié au niveau de stade, arbitre, staff? C'est-tu un peu la même chose ou c'est vraiment différent? Ben, je veux dire, les arbitres, ça va toujours être la même chose. Là, ils sont pas bons. Je peux pas dire ça, mais c'est ça, hein? mais les arbitres, c'est encore les arbitres. Puis après ça, c'est sûr que le terrain à Rockland, c'est vraiment un beau terrain. Justement, quand je suis arrivé, j'ai fait vraiment ça n'a pas de bon sens. Là, ça va être un terrain de 2A facilement, là, d'habitude. Le terrain au New Jersey est peut-être un petit peu moins attrayant, mais c'est quand même un beau terrain. Je pense qu'ils ont fait de la surface, puis c'est super beau. C'est sûr que peut-être niveau monde dans les estrades, ça ressemblait plus à Beloit, Wisconsin dans la dernière semaine. Mais c'est normal. C'est ça. En début de saison, ça va continuer à grimper. Mais ça va être des ambiances de fun, je suis sûr. Quand tu as lancé la première fois pour les Capitals, je pense que c'était le vendredi soir, là, dans la victoire de 6-1, tu avais embarqué en 9e manche. Ouais. Écoute, tu as lancé toute ta vie, tu as vécu beaucoup de choses, tu as lancé souvent au stade ici. Est-ce que c'était différent? Est-ce que les papillons étaient beaucoup plus présents que les dernières fois que tu as lancé ici? Mais quand je suis dans le bullpen puis qu'on dit mon nom, Bérubé commence à te réchauffer, ma première fois que j'avais lancé dans les mineurs, là, j'avais vraiment des papillons, les jambes molles. J'arrivais sur le monticule, j'avais l'impression que je flottais. Mais quand je me suis réchauffé ici, j'étais vraiment calme, tranquille. Je dis, j'ai même regardé les gars. Il me semble que j'ai pas de. Tu sais, je m'attendais à avoir un genre de hard pump, là, je sais pas où. Mais c'est plus quand je suis arrivé à la course sur le terrain, puis que quand ils ont annoncé mon nom, mais la foule, elle s'est comme un peu levée, puis ils m'ont applaudi. Fait que là, ça m'a donné un petit rush, mais ça a été vraiment une expérience de fun, ça, c'est clair. Ça a été une très belle première sortie. Je pense que ça ajoute aux beaux souvenirs. Là. Ah, c'est sûr, ben oui, ça a bien été, c'est super le fun. C'est sûr qu'on peut pas demander bien quoi de mieux. Puis là, tu avais dit, tu me corrigeras, mais tu avais dit que ta famille n'était pas là à ce moment-là, mais qu'ils venaient, je pense, la fin de semaine. Est-ce qu'ils ont eu la chance de te voir lancer à Québec? Oui, quand j'ai relancé
Le dimanche, est-ce que ça se Le passe? dimanche, oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'eux, j'imagine, ça doit quand même faire... ils n'ont pas la chance de devoir lancer à tous les jours non plus. Là. Non. C'est assez particulier. Ouais, c'est sûr que c'est une chose qui va être le fun. Mes parents, c'est pas trop loin. Même là, c'est sûr que c'était mon frère, ma soeur, ils étaient venus me voir au Vermont quelques fois. Mais je pense que ça va être surtout mes amis qui étaient là jeudi, mais que j'avais pas lancé. Mais que tout l'été, je pense qu'ils vont faire leur tour au terrain en masse. C'est peut-être plus même mes grands-parents, mes amis plus loin de Trois-Pistoles qui vont faire OK, ben là, on va venir voir du baseball à Québec. Fait que c'est sûr que c'est quoi qui a pesé dans la balance aussi de venir vivre l'expérience ici. Bon, je veux que tu me parles un peu là, de la situation actuelle. On a pris une décision, tu souffrais d'une pneumonie. On m'a dit qu'on t'a utilisé à Rockland, qu'on n'aurait pas dû, mais on n'a pas eu le choix de le faire, que c'était pas facile physiquement. Là, la décision que tu as prise, c'est officiellement, tu es libéré le temps que tu guérisses de cette pneumonie. Ouais. Puis est-ce que ça vient de où? T'es-tu parti d'ici puis t'étais déjà malade? Ben, dans le fond, j'avais comme un rhume pendant comme une semaine. Puis je me connais, par exemple, que souvent, c'est ça, les rhumes, qu'est-ce qui arrive? C'est que je suis jamais malade. Mais quand je suis malade, ça vire toujours... quelque chose de compliqué. Ouais, c'est ça. Fait que je sentais que j'avais un rhume, mais quand on était sur le terrain, j'imagine, il ventait, puis ça m'a comme pogné. Puis là, ça a commencé à descendre. Je me suis réveillé dans le milieu de la nuit, le dimanche après la game, puis ça a commencé par un genre des muscles fatigués, avec tout mon dos, il était complètement détruit, mes hanches, mes genoux, j'avais comme de la misère à marcher. J'ai appelé Pat, j'ai dit, je suis détruit, là, je fais de la fièvre, j'ai mal partout, je sais pas trop ce qui se passe. Puis là, après ça, quand je suis arrivé là-bas à Rockland, parce que j'ai fait le voyage quand même, je dis, bon, tu sais, je sais qu'on est short au niveau lanceur, fait que tu sais, il faut ce qu'il faut, là. Fait que quand je suis arrivé là-bas, en plus, il faisait vraiment humide, chaud, puis j'avais comme de la misère à bien respirer. Puis là, quand on dit, ben là, ça prend un gars qui lance, ben c'est beau, je vais le prendre pour l'équipe, puis tu sais, je vais y aller donner une manche, puis ça va être correct. Mais quand je suis arrivé sur le monticule de réchauffement, je me mettais les deux mains sur les genoux, puis j'avais de la misère à reprendre mon souffle. Puis là, quand je suis arrivé sur le monticule, ça un peu étourdi. J'étais plus concentré. J'étais dans la brume. J'étais plus concentré à pas tomber à terre que lancer. Mais regarde, quand tu essaies de prendre de quoi pour l'équipe, tu le prends pour l'équipe. Mais c'est sûr que au bout de la ligne, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais là, ça va mieux. Là, j'ai les antibiotiques. Fait que ça commence à être pas mal plus dégagé. Là, ça va bien aller. Parce que là, chez les Capitals, Nolan Becker revenait, le releveur de l'an passé. Là, on te libère le temps que tu guérisses. Puis Jean-Philippe Roy disait, regarde, c'était une discussion très cordiale. Puis même toi, tu disais à un moment donné, placez-moi sur la liste des blessés parce que là, je peux pas vous aider. Ouais, c'est ça. Je veux dire, moi, je suis venu ici pas pour moi. En fait, là, oui, je veux dire, je voulais vivre l'expérience. Au bout de la ligne, j'aurais dit, après qu'il m'ait pris, je dis, je veux juste aider l'équipe, peu importe la façon. Puis si jamais j'aide plus l'équipe, ben tu sais, je veux dire, sentez-vous pas mal de me mettre de côté. Puis justement, quand après ça, ben là, quand ils m'ont dit, on a pris la décision de te libérer parce qu'on pouvait, en tout cas, je comprends vraiment pas l'histoire, mais... Ouais, il y a des technicalités. Il y a des technicalités que je m'en avance pas ma job, là, tu sais. Mais ça, ils m'ont dit qu'ils me libéraient, puis j'ai dit, regarde, j'allais justement vous dire, mais je dis, ça se fait peut-être pas, puis là, je pensais... Je veux juste aider l'équipe, fait que je pense que présentement, j'aide plus l'équipe à pas être sur le roster, puis c'est bien correct comme ça. Oh, puis je veux dire, je pense que tu te sens plus honnête envers toi-même et envers l'équipe. Oui, parce que... À 22 joueurs, tu as besoin de tout le monde qui contribue. Exact. Fait que si moi, je prends une place, puis là, c'est les autres lanceurs du bullpen qui se font surtaxer. Fait que là, pendant que moi, je chill, eux autres, ils vont avoir le bras qui tombe. Tu veux pas que leur bras tombe fin mai, début juin. Fait que regarde, c'est bien correct comme ça. Là. Fait que là, le plan, c'est que tu restes quand même dans l'entourage de l'équipe pour continuer à te remettre en forme puis à te préparer pour un retour. Ouais, de ce que je comprends, c'est ça. Là, en tout cas, j'ai encore mon locker. Fait que jusqu'à nouvel ordre, ça a l'air correct comme ça. Mais non, là, j'essaie de me reposer. Je me lance garder mon bras en forme, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Puis, je veux dire, je sais pas quand est-ce que je vais me faire réinsérer dans la formation, mais
le jour viendra, puis s'il vient pas, ben je sais pas. Mais de ce que tu as vu depuis 2 semaines, je pense que tu sais que tu aurais beaucoup de plaisir dans cette ligue-là, dans cette organisation-là, dans le stade ici. Je pense que tu sais très bien qu'avec cette gang-là, tu es un bon fit, comme on dit. Ah, c'est sûr. Je pense que j'ai ma place ici. Je sens que je fit dans la gang. Ça va toujours rester pareil, les performances sur le terrain qui dictent tout ça, mais c'est pas quelque chose qui me stresse bien, justement, à ce niveau-là non plus. Qu'est-ce que tu as parlé tantôt, tu retournes sur les bancs d'école et tout ça, qu'est-ce que tu vois dans l'avenir pour toi comme, est-ce que dans le meilleur des mondes, tu voudrais retourner dans le baseball affilié ou c'est quelque chose qui fait pas partie de tes plans? Non, ça fait même pas partie de mes plans, là, justement. Je dis toujours, regarde, si tu reçois un appel, souvent, il y a une raison. Tu raccrocheras pas, là, tu sais. Je raccrocherai pas, mais en même temps, ce qui est tough, que je dis, si, mettons, quelqu'un t'appelle puis il dit « OK, tu veux-tu retourner à la ligue mineure, on t'a fait ça, il faudrait vraiment que je sois sûr et certain que comme je me rends dans la ligue majeure parce que c'est tellement de sacrifices, c'est un investissement de temps, pareil. Je veux dire que si, mettons, je sors de là à 30 ans puis je veux dire, j'ai encore rien, j'ai pas d'argent, pas de diplôme, c'est ça. Ça commence à rendre le reste de ta vie tough puis c'est justement plate de dire la sécurité ou ça, mais ça reste quand même... je veux mener une bonne vie, puis oui, c'est des expériences, mais des fois, c'est des expériences qui coûteraient peut-être un petit peu trop cher. Fait que pour l'instant, je veux juste m'amuser à jouer au baseball, puis les bonnes choses arrivent comme ça de toute façon. Mais je veux aider l'équipe, je veux gagner le championnat, lever le trophée, avoir une bague, puis ça va être surtout ça, des bons souvenirs en masse pour moi, je pense. Mais t'as pas l'intention de devenir, on appelle ça les baseball bums, là, les gars qui traînent, puis qui collent, puis qui savent pas ce qu'ils vont faire quand ça va arrêter. Tu veux pas être de cette catégorie-là. Là. Non, c'est ça. Je pense que j'ai vécu un peu ce que j'avais à vivre au baseball, puis j'ai d'autres intérêts dans la vie, puis peut-être sans préjugés, peu importe, je pense que je suis un des chanceux joueurs de baseball un peu qui je sais pas, je suis en train de juger mes coéquipiers, c'est pas bon ça. Mais non, c'est sûr que les stéréotypes de joueurs de baseball c'est plate, mais c'est souvent des gars qui ont juste le baseball dans la vie, fait que en gros je pense que je suis un des chanceux qui a pas juste le baseball dans la vie, j'ai d'autres intérêts ailleurs, je suis capable de faire autre chose, fait que je vais utiliser ces qualités-là, capacités-là que j'ai plus que je peux, mais même si j'enlève rien à tous les joueurs de baseball qui savent juste jouer au baseball, parce que c'est quand même, en tout cas, c'est une chose incroyable d'être bon au baseball, pareil, dans les gars qui veulent aller dans les ligues majeures, mais non, je pense que ça m'amène autre chose dans la vie, puis c'est bien correct. Là. Il me reste 2-3 petites choses avant de te laisser partir. Dans l'organisation des A's, as-tu fréquenté des joueurs que tu vois graduer qui sont soit rendus dans les majeurs ou que tu es convaincu qu'ils vont jouer dans les majeurs? Ah, il y en a plusieurs. Les Aces, dans 2-3 ans, d'après moi, ça va être une équipe en haut du classement certain parce que les ligues mineures sont remplies de prospects. Là. C'est sûr que j'ai rencontré quelques-uns des nouveaux joueurs qui commencent à monter, là, genre de Matt Olson, Matt Chapman qui était là, surtout au Spring Training, qui était dans les équipes de 3A que j'ai pu côtoyer, mais là, ils montent tranquillement. Mais dans le reste des gars qui montent, il y a AJ Puck que j'ai joué avec, et, là, il y a blessé, une opération. Les autres gars, Jesus Luzardo, qui est un gars qui est dans le 2A. C'est un gars qui a 20 ans qui lance 97 000 à l'heure de la gauche avec une change-up plus des Major League, plus une slider, plus des Major League. Fait que lui, ça va être un top de la rotation, c'est sûr, dans les prochaines années. Fait que c'est sûr que dans les A's, j'ai pu rencontrer en masse de gars. Plus quand j'ai joué à Pittsburgh, j'ai affronté plein de first-rounders qui vont être des top picks. J'ai joué avec TJ Zerk des Blue Jays de Toronto qui va sûrement être en rotation dans peut-être 2-3 ans. Fait que c'est sûr que ça m'a fait côtoyer des super bons joueurs de baseball. Puis c'est ça aussi des expériences que je vais pouvoir raconter quand je vais être plus vieux. Parce que tu te dis, écoute, tu es rendu seulement à 25 ans. Quand tu me parles de ta jeunesse dans Trois Pistoles, tu as déjà vécu, je pense, beaucoup de choses que tu n'aurais jamais imaginées, peut-être il y a 10-12 ans, quand tu aimais ça jouer comme tout le monde, mais tu n'aurais jamais imaginé te rendre aussi loin. Aucunement, c'est ça qui est un peu fou. Quand... je veux dire, pas, le baseball, c'est un sport d'échec, puis on en parle souvent même, encore là avec les Capitals. Oui, on a du fun, mais des fois c'est tough, puis c'est une game dure, puis
souvent, quand c'est des moments durs de même, justement, ben, faut que tu sois capable de regarder en arrière et te dire, hey, regarde tout ce que j'ai fait, puis je suis donc bien, quand même, pas si pire finalement que ça, puis c'est un peu de relativiser, puis justement, quand j'en ai eu des moments tough dans les mineurs, puis je regarde en arrière, je dis, hey, c'est déjà incroyable que je suis là, hein, je suis bien capable de chialer, puis de mettre de la pression, ça, regarde. Jamais j'aurais cru faire le midget 3 de 1, puis regarde, si j'ai jamais cru faire le midget 3, j'imagine même pas le reste, là. Fait regarde, j'aime pas dire chanceux, mais je suis chanceux quand même. Mais je veux dire, puis tu as changé, je pense que tu sais, depuis 10 ou 12 ans, de la manière que tu parles, entre les deux oreilles, il faut que tu sois fort aussi. Là, des fois, quand tu donnes une mauvaise sortie, il faut que tu rebondisses, puis tout ça, mais je pense que tu as changé comme homme, puis depuis 10 ans, tu n'es plus la même personne pantoute. Ah, non. Tu as su apprécier quand même ce que tu as vécu, puis de faire en sorte que... Tu sais, c'est rare, parce que j'en ai tellement rencontré des gars qui sont amers de leur séjour, pour peu importe la raison, puis parfois, c'est peut-être vrai, mais je trouve ça vraiment le fun d'un gars qui dit, garde, moi j'aimais ça, il n'y en aura peut-être pas d'autres baseball affiliés, mais tu as l'air d'un gars qui est très positif puis qui est très... qui remercie la vie pour ce qu'elle lui a donné. Ben oui, j'aime ça que tu puisses le remarquer. J'essaie de faire ça du mieux que je peux parce que c'est tellement facile d'être négatif. Puis au bout de la ligne, ça reste quand même que c'est un choix. Puis oui, il y en a du négatif, mais je vais juste pas mettre mon énergie là-dedans, je pense. Fait que je focus sur le positif, ça me permet d'aller en avant de la bonne façon. Fait que, regarde, je remercie un peu la gratitude, mettons. Là. Regarde, quand j'enseigne aux jeunes, j'essaie de faire une chose qu'ils comprennent que, regarde, vous êtes chanceux de jouer au baseball, il y a plein de monde qui aimerait ça être à votre place, puis c'est toujours relativisé. Puis le baseball apprend beaucoup, ça va ensemble avec la vie. Fait que, je pense que c'est des expériences qui n'ont pas de prix, tout ça. Là. Marc-Antoine, merci beaucoup. Très intéressant, très apprécié. Alors, Marc-Antoine Bérubé des Capitales Québec qui est avec nous pour ce podcast numéro 9 de Derrière le marbre. On se retrouve très bientôt avec d'autres invités. Merci d'avoir été là.